Bonjour à tous, ici Lucas de l'agence Infolibre parisienne, en compagnie aujourd'hui encore de Bassan Tahan sur l'actualité russe. Et pour commencer ce bulletin sur l'actualité russe, on va parler bien sûr du crash de l'avion russe qui s'est crashé en Égypte. La compagnie aérienne russe dément une défaillance technique ou une erreur de son pilote, et les États-Unis, quant à eux, défendent cette thèse. Donc vous, Bassan Tahan, quel est votre avis ? Alors vous voyez, d'abord, je connais assez bien le Sinaï pour y avoir été avec mes élèves polytechniciens, des techniques avancées et d'autres. Je connais un peu le tissu, si vous voulez, démographique du Sinaï. Et ça va nous aider beaucoup à analyser les données de ce qui se passe aujourd'hui au Sinaï, non seulement pour ce crash, mais de manière générale. Que fait le président Sisi au Sinaï et tout cela. Alors, on saura peut-être un jour la vérité. Est-ce que c'est un crash ou pas? Je veux dire, est-ce que ce crash est un attentat ou pas? Mais toujours est-il qu'il y a des signes avant-coureurs qui nous révèlent des choses que l'on ne veut pas dire. Par exemple, le président égyptien a affirmé, après avoir reçu les boîtes noires, retrouvé les boîtes noires, qu'il fallait des mois et des mois, je reprends son expression, pour connaître la vérité. En fait, ça veut dire qu'il ne veut pas dire la vérité. Il a peur que ce soit un attentat, et du coup, la saison touristique d'Égypte va s'envoler, s'évaporer, surtout que l'Égypte en ce moment a des problèmes financiers et enfin il aimerait bien que l'on dise c'est une panne technique. Ça c'est un point très important. Donc il y a une raison commerciale, touristique, budgétaire si on veut dire, pour la panne technique et non pas l'attentat. Mais si vous prenez ça d'une part, d'autre part, s'il dit que c'est un attentat, à part cela, comme il mène une guerre sans merci contre les djihadistes du Sinaï, et là il faut savoir que la population du Sinaï, ce sont des Bédouins venus d'Arabie à l'origine, et cette population est différente de celle de la vallée du Nil. Et ils ont des liens très profonds avec cet islam un peu hanbalite, c'est-à-dire pur et dur. Et comme Assisi a détruit déjà pas mal de villages sur la frontière avec Israël et qu'il y a sans cesse, pratiquement tous les jours, des attentats contre l'armée égyptienne, il n'est pas étonnant que, par exemple, au niveau du recrutement des aéroports, il y a un recrutement local et n'importe quel petit employé de l'aéroport aurait pu intervenir justement pour soit mettre une bombe, soit glisser un artifice technique pour que l'appareil soit incontrôlable. Et si c'est le cas, vous comprenez, ça va être difficile pour Sisi, c'est que les autorités égyptiennes ont failli à leur devoir, n'ont pas pu faire tous les contrôles nécessaires pour éviter qu'un terroriste ne s'approche de l'avion. Je serai, si vous voulez, moi, pour cette thèse, que sans doute c'est un attentat, parce que, analysons les choses. On vous dit l'avion a explosé en l'air. Au début, ils ont dit non. Il s'est cassé en deux en touchant le sol. Mais plus on avance dans l'enquête, plus on se rend compte que c'est pas ça, parce que quand on retrouve des morceaux de l'avion sur un diamètre de 20 km, c'est qu'il y a eu explosion. S'il y a eu explosion, c'est qu'il y a un facteur extérieur, comme disent les Russes. Mais voilà pour ce qui est de l'attitude égyptienne.
Quant à l'attitude russe, si vous voulez, là aussi, peut-être, vous le remarquerez, que Poutine n'a fait de déclaration que pratiquement 48 heures après. Il attendait de connaître plus ou moins les premiers résultats de l'enquête. Mais c'est pareil pour Poutine. D'une part, il aura tendance à dire que ce n'est pas un attentat pour que son intervention en Syrie se passe très bien, qu'il n'y ait pas de remous. Mais je ne pense pas, si vous voulez, c'est une thèse qui a été avancée, mais je crois que le peuple russe aime Poutine et a confiance en son président. Mais il y a autre chose aussi, c'est que même si c'était un attentat ou pas, la prise de position de Poutine variera en fonction de sa politique. Il peut un jour, par exemple, nous sortir que c'est un attentat, que c'est pour cela qu'il va consolider sa position en Syrie. Ses interventions vont être encore plus nombreuses et il va s'en servir, par exemple, pour effectuer un rapprochement entre le président Sisi et le président El-Assad en Syrie. C'est-à-dire que dire que c'est un attentat, on dit, vous voyez, il y a un ennemi, c'est l'islam fanatique, et on doit s'unir contre cet islam fanatique. Alors ça justifierait encore plus son intervention en Syrie, ça le montrerait comme le défenseur de la paix, et son intervention a encore plus de poids et plus de justification. Vous voyez donc, en géopolitique, comment lire ce crash? Est-ce que c'est un attentat ou pas? Qu'il soit un attentat ou pas, dans ce cas-là, ça dépend de la politique qu'on veut mener, comment l'exploiter. Quant à la vérité, je vous dirais, c'est la dernière chose dont on se soucie, quoi. Parce que comment on va orienter, exploiter les événements, les instrumentaliser. Et je crois qu'on en est là. Alors vous voyez aussi, pour les Russes, ils ne veulent pas dire que c'est un problème technique. À ce moment-là, ça les mettrait en cause. Que la compagnie russe, enfin une compagnie russe, n'a pas vérifié l'état de l'avion avant le vol, vous voyez. Donc, on verra que cette histoire va évoluer en fonction des différents facteurs de la scène politique au Moyen-Orient. Et justement, est-ce que ce rapprochement entre Poutine et Sisi est possible, d'après ce que vous connaissez de la situation géopolitique de ces pays? C'est sûr que vous voyez, depuis que les Américains ont fait un peu la fine gueule en ne voulant pas livrer au début des armes à Sisi, tout le monde maintenant essaye de faire la cour pour vendre ses armes. On a vu que nous autres Français, on a vendu les Rafales à l'Égypte. En même temps, Sisi a acheté des armes à la Russie. Mais j'aimerais revenir, si vous voulez, à un point très important, c'est que dans les médias français, pratiquement tous les médias, presque sans exception, on cherche à diaboliser Poutine, à noircir l'image de la Russie, on n'entend que du mal, que ce soit pour l'intervention. Prenez l'affaire par exemple des Mistral. Jusqu'à maintenant, on n'a pas compris pourquoi la France a plié les chines devant d'autres volontés pour ne pas vendre ces deux Mistral, pour se retrouver après avec un problème économique que vous connaissez. On a dû brader les Mistral, personne n'en voulait. Finalement, on va les filer à l'Égypte, aux dernières informations. Et au niveau financier, on n'a fait que perdre de l'argent. Alors tout ça, pourquoi? Pour montrer que nous, on peut,
jouer quelque chose de négatif contre Poutine, contre la Russie. Mais c'est énorme quand vous voyez tous les jours, dès qu'il s'agit de Russie en France, on a la petite phrase assassine qui sous-entend que ceci, que cela. Je ne veux pas entrer dans les Il est pratiquement accusé par le monde de ravager la Syrie par son intervention militaire, Poutine, qui traiterait, là je vois souvent des comparaisons avec Grozny qui a été rasé, il est traité de réduire on l'accuse de réduire la Syrie en cendres. Alors vous voyez, là ça me rappelle une phrase que j'ai lue. Bravo Poutine, grâce à l'intervention de Poutine, l'État islamique est aux abords d'Alep. Vous voyez, alors que, permettez-moi d'expliquer, Poutine, dans son intervention, enfin, c'est pas lui, ce sont ses généraux, enfin, cette intervention russe, disons, est très bien ficelée au niveau stratégique et tactique, parce que pour pousser l'État islamique à quitter sa capitale de Raqqa, parce qu'ils ne veulent pas détruire une ville entièrement et toute la province de Raqqa. Donc, ils les attirent vers d'autres lignes de front. Et là, l'État islamique s'est pris au jeu. Il s'avance. Quand il s'avance, il y a les hélicoptères russes, les Sukhoi 32 et 34 et je ne sais quel autre avion qui bombarde les lignes d'approvisionnement et en les poussant à changer de lieu, et ils arrivent mieux à les bombarder et loin des villes justement. Alors c'est sûr que les Américains donnent à l'État islamique par satellite des renseignements très précis sur l'évolution et le déploiement des forces syriennes soutenues par également le Hezbollah ou des unités d'élite d'Iran. Ça, je crois que ce n'est un secret pour personne. Mais en même temps, il faut voir que de l'autre côté, on a des dizaines de milliers de combattants islamistes qui viennent du monde entier. Donc, juste, je voudrais revenir sur une chose. Vous dites que les Américains donnent des informations à l'État islamique. Comment donnent-ils des informations à l'État islamique? Alors, vous savez, en ce moment, il est très dur de voir qui est État islamique, qui est Nusra, qui est de notre groupe islamiste. Mais à voir comment se déroulent les combats, l'État islamique n'a pas les moyens de savoir quels sont les points faibles ou fragiles de l'armée syrienne pour aller les attaquer. Je donne deux exemples. Par exemple, il y a une semaine, ils se sont attaqués au village de Sfiré, près d'Alep. Près d'Alep, au village de Sfiré, c'est déjà loin de Raqqa et de leur base. Et là, justement, à côté du village de Sfiré, il y a les usines de la défense. Quelques jours après, ils se sont attaqués à un village bien loin, près de Homs, donc au centre de la Syrie, qui s'appelle Mahin. Et à côté de ce village, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des dépôts, des munitions de l'armée syrienne. Alors, est-ce que l'État islamique est si au courant des lieux où se trouve? Je ne pense pas, parce qu'on a d'autres éléments et d'autres preuves qui nous montrent que les Américains, pas simplement les Américains, les services secrets français et britanniques, pendant des années, ces 4 années, ont aidé les groupes islamistes de manière logistique par le renseignement. Et là, ça continue. Donc, j'ai parlé dès le début, n'est-ce pas, du double jeu de ces acteurs dans cette guerre. Encore une preuve. Là, ils veulent nous blanchir à Nusra. C'est dit, le Pentagone l'a dit, que on ne peut pas envoyer des forces terrestres au sol, comme on dit. Utilisons ce qu'on a, c'est-à-dire les groupes islamistes plus al-Nusra. Et du coup, nous, on est embarqués, on est actuellement dans le camp d'Al-Qaïda contre l'État islamique, alors qu'on ne devrait pas l'être. Et c'est là, c'est ce que... Alors, on critique la Russie, on dit, vous voyez, ils ne bombardent pas assez Daesh. Alors là, permettez-moi aussi de dire que Poutine, en 1 mois et quelques jours,
a fait peut-être 2 fois, beaucoup plus que toute la coalition internationale en Irak. Je vous donne un exemple, on est près de 1800 sorties. À tel point que la coalition sait même plus où taper, puisqu'ils n'ont, pour la première fois, je crois qu'ils ont passé plus de 48 heures sans frapper une seule cible, en disant qu'ils n'avaient plus d'informations. C'est vrai. Alors, quand la Russie a demandé à la coalition américaine les cibles de l'armée syrienne libre ou des non-islamistes, les Américains ont répondu de manière négative, tout simplement, mais parce qu'ils ne savent pas. Hein. Autant ils sont renseignés par leurs satellites sur l'armée syrienne, autant ils ne savent pas où se trouvent ces forces modérées, tout simplement parce que, en gros, ces forces modérées n'existent pas. Mais aujourd'hui, même les Russes veulent créer une sorte de force modérée, ils sont très malins, pour justement entamer des discussions diplomatiques. C'est-à-dire que cette intervention russe aura permis de remuer à nouveau le dossier syrien pour évoluer vers des négociations, alors qu'auparavant c'était bloqué. Et puis Poutine a compris que finalement cette guerre de Syrie, c'était contre lui. Parce que n'oubliez pas qu'il a 20 millions de musulmans sunnites et si jamais la Syrie venait à tomber entre les mains des islamistes, c'est tout le Caucase qui va se révolter. Et déjà, on a des éléments tatars, selon les renseignements, un bataillon qui va commettre des attentats en Crimée. C'est-à-dire que, malheureusement, la France, depuis le début de ces crises, la Crimée, l'Ukraine, le printemps arabe, elle s'est toujours plantée. Que ce soit vis-à-vis du peuple syrien, que ce soit vis-à-vis des Russes. Parce qu'après tout, la Russie, je suis désolé, elle est plus proche de l'Europe que les États-Unis. Et il faut... Alors, comme je vous ai dit, on n'arrête pas d'écouter dans tous les commentaires cette haine des Russes, mais qui n'a aucune justification. Sinon que, je sais pas, on veut plaire au pouvoir qui est en place, mais on se croirait dans un pays sous-développé à l'époque où il y a une seule télé et c'est comme au temps du maréchal Tito. Hein? Nos informations aujourd'hui, mais vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est un appareil monstrueux pour désinformer. Et soutenir une politique. Heureusement que dans ce magma, il y ait des voix, il y a, à l'indicatif, des voix qui se révoltent, qui disent comme, et là encore, je citerai Jacques Millard, qui sort des communiqués très très pertinents en commentant cette diplomatie française. On voit justement que beaucoup de personnalités politiques qui n'ont pas le pouvoir mais qui veulent y revenir, notamment les républicains, commencent à se rapprocher de la Russie. Ça commence à devenir un argument électoral de poids. Exactement. Vous voyez, alors là, si on veut parler des républicains et de la droite et du problème syrien, c'est à cause du problème syrien, en fait, qu'ils entament, si je puis dire, leur voyage à Moscou ou leur position vis-à-vis de Poutine. Alors, distinguant différentes attitudes. L'attitude la plus négative vis-à-vis de la Syrie et de la Russie, c'est celle d'Alain Juppé, qui reste sur ses positions, et alors que les événements lui ont donné tort. C'est lui qui avait dit que Assad en avait pour quelques jours. Bon. Je ne sais pas comment définir un jour, mais on est déjà 5 ans après cette déclaration. Alors, suite à cela, vous avez celle de Sarkozy. Face à cette intransigeance de Juppé, Sarkozy s'est donné la peine d'aller en Russie et avec toute une délégation d'ailleurs. Il y avait Lelouch avec lui que j'ai entendu, qui a tenu des propos très mesurés. Avec Bourdin dernièrement. Alors, le plan, si vous voulez, du clan, si je puis dire, Sarkozy, c'est qu'il faut négocier, mais reste toujours
pour se dédouaner une attitude très négative vis-à-vis d'Assad. Hein, que la Syrie ne peut pas compter dans son futur Assad. Bon. Alors, d'ailleurs, c'est franchement du n'importe quoi. Ce n'est ni à Sarkozy, ni à Juppé, ni à quiconque que ce soit, ni à Hollande de décider à la place du peuple syrien. Mais on n'est pas à la période coloniale, ni du protectorat, ni du mandat. Hein, français sur le Maroc, sur la Syrie ou sur le Liban. Enfin, bon. Vous avez après l'attitude la plus ouverte, qui est celle de Fillon, qui lui, dans ses déclarations, a bien dit qu'il était prêt à aller à Damas. C'était suite, n'est-ce pas, au départ, à la visite de certains parlementaires de droite comme de gauche à Damas, que j'avais d'ailleurs initié. Hein, j'étais le premier à assister à la première réunion il y a 2 ans, n'est-ce pas, au Parlement français. Alors, Fillon a une attitude plus intelligente, disons-le, hein, que pourquoi d'abord ce refus, et il ne se prononce pas vraiment sur le départ d'Assad, c'est-à-dire il rejoint ce que disent aujourd'hui les Iraniens et les Russes dans les négociations, c'est au peuple syrien de décider. Puis vous comprenez, si vous mettez comme préalable le départ d'Assad, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État, on va tomber dans la même situation qu'a connue l'Irak. Il n'y a plus d'État, résultat, regardez ce qui se passe. Hein. C'était quand même les Américains qui avaient détruit toutes les structures administratives, le fonctionnement de l'État irakien. Donc c'est impossible. Hein. À part que ce soit le peuple syrien qui ait le droit de se prononcer pour ou contre son président. Voyez. Alors, Fillon a été suivi par Valérie Pécresse aussi dans une déclaration à propos. Pécresse, je l'ai entendu dans une discussion avec des journalistes, je lui dis chapeau bas, hein, elle les menait à la baguette, si je puis dire. C'est une femme forte qui aura sûrement de l'avenir politique en France. Mais là aussi, je crois qu'elle a été mal influencée concernant le président Assad, parce que je connais un peu tout ce dossier de chrétiens d'Orient, tout, parce que parmi eux, il y a des gens qui ne luttent pas pour les chrétiens d'Orient, c'est juste une affaire politique. C'est peut-être pas le cas de Valérie Pécresse, hein, mais dans ce groupe-là de chrétiens d'Orient, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'en ai fait partie au début et j'ai démissionné, c'est pour cela que je les connais de l'intérieur, il y a des choses à revoir, n'est-ce pas? On ne peut pas utiliser cette histoire de chrétiens d'Orient comme fonds de commerce pour récolter des voix de la droite. Disons les choses clairement. Vous les accusez de faire campagne pour l'UMP, les Républicains, pour ce qui est des chrétiens d'Orient? Cette association-là, oui, en l'occurrence. Ah oui, et puis aussi, il y a des gens qui roulent pour eux-mêmes, pour un avenir politique. Ça, c'est... Enfin, je ne veux pas citer de nom, j'aime pas, moi, avoir des procès. Non, mais on est dans un pays de pensée libre. Je crois que j'ai assez dit. Il faut voir comment, quand on, n'est-ce pas, on passe au crible fin tous ces dossiers de chrétiens d'Orient, il y a beaucoup de choses à redire. Hein. Il ne faut pas exploiter le malheur des gens pour des fins politiques. C'est immoral. Vous me direz, la politique est immorale. Je ne suis pas de cet avis. Hein. Moi, je crois à l'éthique à l'ancienne. Il y a une éthique dans tout. Bref, mais ce qui est vraiment extraordinaire dans cette analyse du dossier syrien, et oui, c'est quelqu'un de la droite que j'ai entendu aujourd'hui, qui le résume très bien et qui est très judicieux, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Peut-être parce qu'il n'est plus au pouvoir. C'est comme vous me disiez tout à l'heure, Lucas, c'est quand ils ne sont pas au pouvoir qu'ils disent les choses les plus vraies et les plus justes. Alors Valéry Giscard d'Estaing insiste sur le fait, tout comme Ban Ki-moon, que arrêtons de parler d'Assad, c'est pas là le problème.
C'est pas Assad qui a créé Daesh, contrairement à ce qu'on nous chante à longueur de journée. On égrène ce chapelet, le bourreau de son peuple. C'est ridicule. Chaque fois que je suis invité à un débat, on me répète les mêmes choses sans aucune preuve. Je ne vais pas revenir. Vous savez, pour moi, Assad n'est pas un ange, c'est sûr. Son armée non plus. Toutes les guerres sont sales, je l'ai dit. Mais de là à tout de suite employer de grands mots, c'est pas vrai. Vous savez très bien que c'est pas Assad qui est responsable de l'attaque chimique de Ghouta, enfin tout ça, que tous ces bombardements. Alors oui, aussi il faut voir certaines chaînes ici, chaque fois qu'elles parlent des bombardements russes, pour eux, Poutine ne bombarde que des civils. C'est marrant d'ailleurs. Vous savez, depuis le début de la guerre, on est sûr, par des photos, satellites et autres, que l'aviation russe a détruit et touché au moins quelque chose comme 1800 cibles. 1800 cibles. Depuis le 1er octobre. Exactement. Alors, c'est des dépôts d'armement, des usines de mines, des usines de petits missiles, des usines chimiques, oui, des rassemblements, des bunkers, et on se contente de dire il y a eu un bombardement d'hôpital, mais vous savez, c'est pas convaincant. Quand est-ce que les médias français vont pouvoir se détacher de la politique du gouvernement? Parce que sinon, d'ailleurs, tout le monde ment, à la fin, ils pêchent contre leur propre mission d'informer, et ils trompent le gouvernement. Au lieu d'avoir une attitude critique, dire écoutez, monsieur tel ou tel du gouvernement, vous vous trompez. Eh ben non. Et pire, ceux qui soutiennent l'hypothèse contraire, l'antithèse, sont rarement invités, ou alors diabolisés. Ou diabolisés, voilà. Moi, je ne sais pas, parce que je suis syrien et pro-Assad, donc je dis pas la vérité, ça y est. C'est aussi simple que ça. C'est du n'importe quoi, enfin, c'est du n'importe quoi. Par contre, alors, ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Alep connaissent Alep mieux que moi, et sont reçus à l'Élysée pour parler des chrétiens d'Orient, ou d'autres. Où va-t-on? Où va-t-on? Alors, vous savez aussi, Libé, qui l'a racheté maintenant. Bientôt, le Qatar aura racheté tous les médias. Et Patrick Drahi aussi. C'est ce que je dis. Où est l'indépendance des médias? C'est pour cela que j'encourage Info Libre et tous les médias de l'alternance. Ça, c'est des pierres vives qui construisent une information saine. On va laisser nos auditeurs sur ces sages paroles. Merci beaucoup Bassam Tan. Merci Lucas, et excusez-moi, il fait pas très beau, mais enfin, l'espoir de paix en Syrie nous éclaire et nous donne de la joie. Et j'espère que Poutine, qui a dit qu'il en a pour 4 mois, qu'il s'arrêtera bien avant. Merci beaucoup. Merci à vous. Le connard, là, du DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.